légalisation de signature existe dans le monde entier. C'est la seule chose que j'aime pas dans mon pays. On est très mal classé dans l'index de la confiance sociétale, qui fait que on est coincé avec cette procédure. Il faut la digitaliser pour la rendre accessible instantanément. Et c'est ce qu'on a fait avec Oracle. L'administration marocaine, elle est excellente dans la gestion de sa propre data. Le problème que nous avons, c'est que chaque administration travaille pour elle-même. Personne ne met le citoyen au centre des préoccupations. Quand on dit digital, on parle transparence. Souvent, dans quelques domaines, le digital n'est pas le bienvenu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Perspective. Il a vu naître le digital au Maroc, mais surtout il l'a construit. De la création d'entreprises à la gouvernance publique en passant par les transports urbains à la souveraineté numérique. Tariq Fadli est une figure de l'ombre qui éclaire le terrain. Aujourd'hui, on tend le micro à un homme qui a codé, dirigé et imaginé et aussi qui croit profondément qu'un État peut être aussi agile qu'une start-up. Avant qu'on plonge dans la conversation, un petit rappel. Si vous appréciez ces échanges, pensez à vous abonner. C'est simple, mais ça fait toute la différence pour nous permettre de continuer à inviter ces voix qui, chacune de leur manière, nous offrent une autre perspective. Merci d'être là, c'est Tariq Fadli. Je suis très heureux de te recevoir. Merci pour ton invitation et pour cette introduction. Je suis ému. J'ai un peu exagéré, mais bon. Plutôt de commencer par ton parcours professionnel, j'aimerais revenir à un moment souvent fondateur, celui des études, des premières convictions, des cadres qu'on accepte ou qu'on apprend à déconstruire. Tu es passé par Oxford. C'est une institution prestigieuse qui façonne les esprits, qui marque, qui expose à de nouvelles manières de penser. Comment cette expérience a-t-elle influencé ta manière de voir le monde, de te projeter, de te positionner et de voir le monde en fait, de voir l'avenir? En vrai, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas trop les diplômes. Mon passage, c'est Oxford. J'avais aussi gagné par la sélection Endeavour 2 bourses pour Stanford et pour Harvard que je pouvais pas honorer, je ne pouvais pas prendre le temps. En fait, ces institutions se sont présentées ou l'opportunité est venue après déjà un parcours de, je dirais, presque 18 ans de carrière. Et donc, c'est des opportunités qui sont présentées à moi pour faire des études supérieures ou des certifications. C'est vrai que l'institut, le nom impressionne, mais y être, c'est un honneur, ça c'est clair. Mais en termes de qualité d'apprentissage, c'est des choses techniques qu'aujourd'hui n'importe qui peut apprendre en ligne et gratuitement. Donc, que ce soit des cours d'MBA, que ce soit des cours d'informatique, aujourd'hui, le contenu de tout ce que j'ai appris est disponible gratuitement en ligne. Donc, c'est juste question de volonté, mais quand même, ça reste un privilège d'être passé par ces institutions. Et tu as commencé dans de grandes structures avec des trajectoires assez tracées, mais à un moment donné, tu as décidé de fonder Algo Consulting. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin de passer de l'exécution à la création? Est-ce qu'il y a-t-il un déclic particulier, une frustration ou juste un besoin de créer selon tes propres règles? Ouais, je pense qu'il y a jamais une seule cause pour faire un trigger, pour déclencher une action. Je pense que c'est un ensemble d'actions. Donc, à l'époque, c'était bien sûr voir qu'il y a une opportunité pour des intégrateurs, euh, notamment dans les technos Microsoft, parce que tous les intégrateurs avec qui Microsoft collabore dans la région ne sont pas spécialisés. Ils font un peu de tout. Donc, pour moi, il y avait un gap à bridger entre la spécialité dans les technos purs et durs Microsoft et aussi comprendre les cœurs de métier des clients. Quand je parle de cœur de métier, je donne l'exemple, euh, comprendre les soucis, par exemple, d'une société comme l'ONCF quand il s'agit de billetterie, comprendre les soucis d'une société comme la Poste, euh, la banque postale quand il s'agit de core banking ou de transactions, comprendre le cœur de métier d'une boîte comme Zain, qui est une société de télécom, comprendre les soucis de facturation, les soucis de RP et, et pouvoir proposer des solutions à base de technologies existantes, ne pas faire du upsell pour le client, ne pas être vraiment un consultant pour le client. En fait, aider le client à tirer de la valeur ou du profit sur l'investissement existant, euh, en l'optimisant et en évitant
davantage de dépenses. Donc, c'était ça, en fait, le mindset, voir cette opportunité. Et en même temps, il faut dire les choses clairement, c'est que les choses ne se passaient pas très bien pour moi dans une multinationale à cause de plusieurs raisons, dont le choc culturel. Donc, j'avais préconisé de quitter Microsoft. J'avais une offre par Google, mais cette offre-là demandait que je quitte encore le Maroc pour la France. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas envisager parce que quand on passe, comme on dit, le ghorba, on ne veut pas refaire le ghorba. Donc, quand on rentre pour de bon, souvent on rentre. Donc, pour moi, c'était soit retourner aux États-Unis, soit aller en France avec Google, soit lancer ma propre entreprise et démarrer une aventure humaine avant tout. Et, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et comment ça venu l'idée de créer Algo? Pourquoi le consulting? C'est ce que je savais faire. D'accord. C'est quand on pose la question, c'est quoi la formule de commencer un business? Bon, il n'y a pas une formule exacte, mais le fait d'avoir fait du consulting aux États-Unis, le fait d'avoir travaillé pour une grande boîte comme Microsoft, que beaucoup de mes anciens collègues diront que c'est une école, hein. Ouais. C'est une société extraordinaire qui a effectivement instigé beaucoup de changements dans le digital dans le monde entier. Quand on sait ou on voit comment ce qu'on appelait MCS, Microsoft Consulting Services, quand on voit leur mode opératoire, c'est inspirant. Et en fait, essayer d'imiter un géant comme Microsoft dans une petite boîte marocaine qui s'est lancée à Slimane, c'est quelque chose, hein, c'est une aventure. Ouais. Donc, Et après avoir fondé Algo Consulting, tu t'es lancé dans un pari plus opérationnel avec Wigo. ouais, C'est un projet audacieux ouais. sur la mobilité urbaine. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé de se lancer ou bien de plonger dans ce secteur-là? Pourquoi la mobilité en fait? Par la mobilité, de fait que nos clients, par la nature de l'ADN d'Algo, notre plus grand client historique était l'ONCF. Nous avons travaillé un petit peu pour Citybus, Royal Air Maroc, Tangemed, Jet for You à l'époque, Autoroute du Maroc. Je suis sûr que je manque de noms dans la liste, mais c'était cette expertise, mais le vrai facteur, c'est le fondateur, c'est Saad. Donc, lui, il a insisté à ce qu'on, mon associé et moi, on investit dans sa start-up et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et nous avons eu une aventure de 2 ans jusqu'à notre sortie. Et voilà, donc là, il fait son chemin tout seul. Et on était un petit peu en position de angel investor. Et voilà, donc il continue à faire son chemin et c'est une source de fierté. Qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur l'innovation contextuelle au Maroc? Exactement. Que c'est difficile, hein. C'est comme le projet Oracri. Donc, si je me permets, par exemple, sur Wigo, quand j'ai rencontré Saad, il avait l'audace et l'ambition de dire, voilà, je pense qu'il a fait l'ONCG à Casa ou à Marrakech et il prenait le bus chaque jour. Et en fait, son pet peeve, c'était, il n'arrivait pas à deviner ou attendre. Il fallait voir l'horaire du bus. Il reste combien d'heures dans beaucoup de pays, quand on attend le bus, aujourd'hui par exemple, au Maroc, quand on attend le tramway ou le train, on sait exactement à quelle heure le tramway ou le train va être sur place. Mais pour les bus, ça n'existe pas. Donc pour lui, c'était, je vais faire une application mobile et voilà, dire aux gens combien de minutes il reste pour le bus ou il ne vient pas. Il ne faut pas attendre. Ouais. Et j'ai trouvé ça, bon, encore une fois, c'est résoudre un problème social, c'est honorable, ça se loue. Mais Saad, étant jeune, il ne connaît pas ce que le vieux singe qui est moi connaît un petit peu de l'industrie de transport. C'est que les sociétés de transport urbain, notamment les bus, ils opèrent à base de marché public. Et l'une des clauses qu'ils ont souvent dans les contrats, c'est qu'ils sont pénalisés si le bus n'est pas à l'arrêt de bus à l'heure ou à temps. Par exemple, je dis n'importe quoi, dans une ville, il y aura un requirement ou une spécification qui dit, une exigence de la ville, de la commune, qui dit que chaque 20 minutes, le bus doit passer par là. Donc, ton outil ne va pas être apprécié ou le bienvenu par les sociétés de bus.
sachant que la data, aujourd'hui, la plupart des transportateurs, ils l'ont. Les sociétés de bus, ils savent à quelle vitesse le bus est en train de rouler, quelle vitesse il vient de passer. Ils ont même des caméras sur les bus, ils ont Internet sur les bus. Ils savent tout. Ils ne partageront jamais cette donnée. Donc, il va falloir innover et voir comment on peut l'avoir. Et sa solution était de faire du data sharing, à l'instar de Waze. Mais le problème, c'est que jusqu'à récemment, le Maroc, la connexion Internet coûte cher. Souvent, les étudiants ou la population qui prend le bus n'a pas forcément les moyens de payer une connexion et la partager avec le monde. Donc, souvent, eux aussi, ils utilisent le Wi-Fi ou même économiser la batterie. Donc, le connection sharing, ce n'était pas une option. Et voilà, donc il y a beaucoup de challenges quand on a une super idée. Il y a beaucoup de challenges qu'il faut dépasser, qu'il faut bien étudier, il faut comprendre le contexte. Hein. Et je pense que récemment, ils sont orientés vers le transport de personnel, des clients comme l'OCP, comme d'autres ministères qui ont ce besoin, qui ont une flotte de bus qui transportent les ouvriers ou les employés ou les fonctionnaires. Et on a besoin d'une solution justement pour faire le booking et ne pas attendre comme ça bêtement un moyen de transport. Voilà, ça c'est juste un exemple, si je me permets de divulguer ce qui se passe dans Oui. Oui, c'est bien. Tu aurais pu choisir n'importe quel domaine d'innovation et tu t'es attaqué à l'un des plus complexes, voire le plus sensible. C'est l'administratif, exact. Bien sûr, Ourakhi a posé une pierre importante dans la dématérialisation des services publics. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait de faire de la paperasse marocaine un terrain d'innovation? Parce que c'est la seule chose que j'aime pas dans mon pays. Comme tout le monde en fait. Ouais. Sauf que la différence, c'est que moi, j'ai beaucoup bossé avec les administrations et j'ai vu que cette partie-là ne faisait pas forcément objet de projets dans les schémas directeurs, dans les visions de transformation numérique, parce que beaucoup de personnes pensaient que cette procédure va être abolie un jour. Sauf que la réalité, c'est que la légalisation de signature existe dans le monde entier. Sauf que la différence, c'est qu'au Maroc, on est amené à légaliser sur 100% des documents. Au Maroc, on légalise 90, voire 98. Or, des pays où le taux de confiance sociétale est élevé, eux, ils légalisent 2-3%. Je donne un exemple. Aux États-Unis, on légalise une procuration. Si je dois faire une procuration pour louer un bien pour moi, pour faire rentrer l'électricité, pour acter à ma place, aux États-Unis, je ne peux pas juste donner un document. Je dois aller à la banque et c'est la banque qui légalise ma signature et je te donne la procuration. Sinon, ça passe pas. Après, un deuxième document qui se légalise, c'est l'achat d'une maison, c'est la cession de parts d'une entreprise, c'est des trucs d'héritage, c'est des trucs vraiment lourds. Mais là-bas, on légalise pas un contrat de bail. On légalise même pas la carte grise de transfert de véhicule. C'est-à-dire, je peux t'acheter ta voiture, maintenant, tu peux signer que tu me l'as vendue, tu mets mon nom et c'est ma voiture. Alors, on peut faire ça maintenant sur Ourakhi, par exemple. Ouais, aujourd'hui, des procurations, parce que j'ai pas vu cette. Alors, c'est en cours avec la NARSA, on attend, mais moi je pensais que ta question allait être est-ce qu'on peut juste faire ça? Est-ce que ici au Maroc aujourd'hui, toi et moi, je peux sortir ma carte grise et mettre ton nom et signer que tu m'as acheté la voiture et te la donner et tu vas aller au service des mines ou à la NARSA et prendre la nouvelle plaque d'immatriculation. Ouais, ça, Regarde ça, ta c'est réaction. la high level. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ouais, Pourquoi? on peut faire. C'est facile. On peut vraiment le faire, mais ça ne va pas marcher. Encore une fois, c'est le contexte. On est très mal classé dans l'index de la confiance sociétale, qui fait qu'on est coincé avec cette procédure. Donc aujourd'hui, si c'est une procédure qu'on ne peut pas éliminer, que notre société en a besoin pour garder un minimum de confiance, il faut la digitaliser pour la rendre accessible instantanément et H24. Et c'est ce qu'on a fait avec Ourakhi. Sauf que il y a des particularités dans la loi. La procédure doit être abolie. Bon, va être abolie dans les Muqata'a. Je ne sais pas quand, mais il y a des nuances sur les types de certification. Ce qui fait que, voilà, Ourakhi elle-même est victime de bureaucratie qui l'empêche de démarrer. Le produit, en fait, le document que Ourakhi produit n'est pas aujourd'hui le vrai alternative à la légalisation, selon les textes de loi, mais c'est un document légal
qui fait foi. Pourquoi? Parce qu'on se base sur l'authentification biométrique fournie par la DGSN pour mettre une signature électronique avancée selon la loi sur un document. Donc, le document est légal. Nous avons quelques utilisateurs qui se voient refuser le document. C'est normal, c'est une résistance au changement, c'est tout à fait normal. Ou des entités qui ne sont pas au courant de la nouvelle plateforme, et ce n'est pas à nous de communiquer sur ça. Et donc, aujourd'hui, on a un MOU en place avec le ministère de la Transition numérique pour voir comment on peut collaborer sur le projet. Et c'est ce ministère qui va potentiellement porter le projet. Et ce n'est pas un acteur privé comme nous de le faire. Nous, on était derrière l'idée, on était derrière le bootstrap, derrière le lancement. Mais aujourd'hui, c'est un projet qui est reconnu par le ministère de la Transition numérique pour voir comment il peut être adopté dans la stratégie Digital Morocco 2030 et compléter ce que fait idarati.m. Franchement, Ouraqi, c'est très passionnant. Vraiment, on aimerait voir un jour que ce process il est déjà digitalisé. On peut passer n'importe quelle demande en ligne. C'est le souhait de tous les Mghariba. Exactement, c'est notre souhait. Inch'Allah. Inch'Allah. Ton parcours t'a placé dans un carrefour. Tu es l'un des seuls qui a travaillé à la fois avec l'État, le citoyen et l'écosystème tech. Qu'est-ce qui t'a frappé dans ces 3 mois? Alors, ce qui est un peu le challenge que j'ai vu, c'est que nous avons du mal à monter des collectifs, des dynamiques collectives et les faire durer dans le temps. Le problème, à mon sens, du e-gov, qui a été souligné par plein de personnes, pas que moi, c'est que l'administration marocaine, elle est excellente dans la gestion de sa propre data. Nous avons beaucoup d'administrations qui font du très bon travail en termes de systèmes d'information, que ce soit la douane, que ce soit les impôts, que ce soit la CNSS, que ce soit la DGSN. Donc, c'est vraiment des entités qui maîtrisent ce qu'ils font en termes de data. Le problème que nous avons, c'est que chaque administration travaille pour elle-même. Et c'est normal. Elle a ses propres priorités, ses préoccupations. Donc, personne ne met le citoyen au centre des préoccupations. Et cela a fait objet d'un discours royal de Sa Majesté quand il a demandé aux administrations de simplifier les procédures et ne pas demander à un citoyen d'aller chercher un document chez une autre administration et le rappeler. Okay? Il faut que les administrations parlent entre elles pour que les citoyens soient bien servis et que les procédures et la vie soient simplifiées. Donc, à partir de ce discours en 2016, il y a eu beaucoup d'initiatives. Donc, le plus notable à saluer, c'est la loi 55-19 qui a simplifié beaucoup de procédures. Donc, ce qu'on a du mal à faire, c'est vraiment s'asseoir autour d'une seule table et dire, voilà, moi, je suis le ministère de la Santé, moi, je suis le ministère de l'Éducation, moi, je suis le ministère de la Justice, moi, je suis l'Intérieur, ainsi de suite. Le citoyen marocain, il a besoin de quoi chaque jour quand il se réveille? C'est quoi sa priorité? On connaît tous la réponse. Il faut s'y affronter. On a besoin de Mqaddem pour avoir un certificat de résidence. Sauf que oui, la loi 55-19, elle a éliminé un ensemble de documents chez le Mqaddem, mais la réalité du terrain depuis 2019, on est en 2025, le certificat de résidence reste un document très, très demandé. Donc ça, on l'a sur Ouraqi comme document qu'on peut fournir instantanément pour résoudre justement un problème, c'est pour digitaliser et après supprimer. C'est ça l'approche, ou modifier. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on a besoin de légaliser, on a besoin de faire une copie conforme, on a besoin de faire une déclaration de perte. On a besoin d'un extrait d'acte de naissance. Un extrait d'acte de naissance, aujourd'hui, il y a un portail Watira qui date depuis presque 20 ans. Et 20 ans dans le digital, c'est vieux. C'est un travail énorme qui a été fait. Il faut le saluer, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus le travail parce que ça ne répond pas aux exigences de cette population. Parce que quand je demande mon certificat de naissance, le nom de ma mère et de mon père n'a pas changé, le lieu de naissance n'a pas changé, l'heure de naissance n'a pas changé. Exact. Donc pourquoi on va me demander un extrait d'acte de naissance qui date de moins de 3 mois? Il faut que je me connecte à un portail, que je m'identifie et que je télécharge mon extrait d'acte de naissance instantanément. Aujourd'hui, ce que Watir a fait, c'est que je fais la demande et on attend la bonne humeur de cet agent qui ne va pas se tromper ou commettre une erreur, qui va aller chercher dans les livres et remplir à la main ou à l'ordinateur
Mais ça aussi, il faut dire que l'un des grands chantiers que le Maroc connaît, c'est la digitalisation de l'état civil. C'est énorme. Et c'est en cours. Ça a été fait à plusieurs reprises, sur plusieurs itérations. Il y a eu plein de projets. Et là, le plus grand, pour le finaliser et fermer ce chantier, c'est en cours. Et faut pas oublier que aussi la structure de nos administrations qui sont délocalisées, chaque commune a ses propres registres. Ça ne permet pas à l'État d'aller rapidement ou d'accélérer la digitalisation, surtout dans ce domaine-là. Et il y a plein d'autres organismes. Par exemple, il y a quelques années, moi, je me souviens, au ministère de la Justice, il y avait 150 tribunaux, 150 bases de données. Euh, donc, ça, c'est des chemins qui ont été pris en urgence à l'époque, mais aujourd'hui qui freinent un petit peu l'accélération de la digitalisation. Oui. Mais ils ne vont pas la stopper, ça va venir. C'est ma question d'après, en fait. Tu as été au cœur de plusieurs projets structurants dans le digital public et tu connais bien les coulisses. Pourquoi, selon toi, la transformation digitale publique prend du temps? Et c'est une question de courage, de gouvernance ou bien de méthode? Tu vas me causer des problèmes parce que je n'aime pas, j'aime pas utiliser la langue de bois. En fait, il ne faut pas généraliser, je ne généralise pas. Comme j'ai dit, il y a des premiers de la classe et il y a les moyens et il y a les derniers de la classe. Quand on dit digital, on parle transparence, on parle accès équitable. Ouais. Et souvent, dans quelques domaines, le digital n'est pas le bienvenu. On le refuse. On le refuse parce que parfois, on est de mauvaise foi. Encore une fois, je ne généralise pas. Il y a quelques éléments qui ne veulent pas avoir de la transparence. Ça a été dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Deuxièmement, c'est le changement. Moi, je pense que dans notre ADN, on a un avantage énorme au Maroc, c'est qu'on tient à nos traditions, on résiste le On changement. résiste, oui. Donc, culturellement, ça nous a servi. On a gardé nos mœurs, nos traditions qui sont juste... culturellement, c'est un patrimoine mondial reconnu par le monde entier. Et ce truc que nous avons dans l'ADN fait aussi en sorte que un fonctionnaire lambda, si on change sa méthode de travail, c'est humain. C'est pas malveillant, c'est juste humain de changer la manière de faire les choses. Donc ça, c'est le deuxième obstacle. J'ai commencé par le plus négatif et le plus mauvais parce qu'il faut le dire, hein, ça existe. Maintenant, le vrai, ça, c'est des solutions faciles. On est en train d'avancer, d'améliorer ça. Celui qui n'est pas facile, c'est culturel. Donc, beaucoup de gens, moi, j'ai eu affaire à des fonctionnaires qui me disaient que même Excel, Microsoft Excel, c'est pas fiable pour eux. Lui, il préfère refaire tous les calculs comme il l'a fait pendant 30 ans. Et ça, c'est une manière de faire, c'est un mindset. C'est aussi job security, comme on dit. Il se sent mis en valeur, il ne veut pas perdre son travail. Donc, c'est des aspects liés à la gestion de changement. Et troisièmement, qui dit digital dit infrastructure, dit moyens. Alhamdoulilah, dans notre pays aujourd'hui, je pense que les moyens se développent chaque jour. On voit la prolifération des devices, des appareils. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui n'a pas de smartphone. Les changements à la tête des sociétés de télécom, récemment, on voit que le débit a doublé, le prix n'a pas augmenté. Donc, j'aimerais bien voir le prix baisser pour pour être inclusive et permettre à l'ensemble de la population d'être connectée. Donc, qui dit digital dit investissement sur les moyens. Qui dit digital dit aussi éducation. Mais encore une fois, ces 4 points que j'ai cités, c'est des points en perpétuelle évolution. Le deuxième que j'ai cité sur le change management, c'est là où le challenge réside pour tout le monde. Et ça, c'est pas l'État, hein, c'est pas le gouvernement, c'est nous. Ça commence par nous. Si on veut changer, ça vient de l'intérieur. Il faut changer nos mindsets déjà avant de Exactement. demander. Ouais. Tu as aussi préparé un moment charnière dans la structuration du digital au Maroc, la création de l'agence de développement et du digital. Ouais. Et quand tu as été impliqué dans cette phase fondatrice, oui, et
Qu'est-ce qui t'a paru urgent à faire et qu'est-ce qui te semblait presque inatteignable à ce moment-là? Alors, nous étions un groupe qui ont rêvé c'était un groupe drivé par Moulay Hafid Alami et Ousmane Ferdows et mes collègues, les administrateurs, euh, Leïla, Nadia et Ali. Et en fait, cette expérience humaine était extraordinaire parce que, et Khouloud aussi, c'était Khouloud bien sûr. Euh, C'était une expérience humaine qui nous a permis de rêver ensemble cette agence qui va chambouler les choses et faire de la disruption dans l'administration. C'était d'abord la vision de mon Hafid, c'est que je me souviens mes premiers échanges avec lui, il me disait, on m'avait dit que vous étiez un peu fou. Et j'ai répondu, Monsieur le ministre, il faut un peu de tout pour faire un monde. Et nous avions eu un échange exceptionnel qui s'est soldé par sa demande en me disant, ouais, je veux quelqu'un qui perturbe un petit peu la manière de penser dans l'administration et je veux que vous soyez impliqué dans l'agence. Et je l'ai fait pendant 2 ans comme travail volontaire, passionnant. Et on avait fait des rêves, que je partagerai un des rêves, par exemple, nous avions rêvé une agence zéro papier. Puisqu'elle est à la création, on ne va pas utiliser de papier. On va essayer de ne pas utiliser de papier et de monter une administration marocaine qui n'a pas de papier. Et résoudre le problème step by step. Par exemple, voilà le nouveau bureau, il faut une solution de gestion de bureau d'ordre, solution de gestion de courrier, gestion des bons de commande, réception des gens, comment ça se passe. Plein d'idées, lancement d'un appel d'offres. Voilà, le parapheur. En fait, refuser le papier quand l'agence reçoit une lettre, elle est scannée et pulvérisée sur le champ. Quand on reçoit un fax, il est scanné et le papier est détruit sur le champ. C'est vraiment faire des choses de sorte qu'il y a zéro papier dans cette administration. Et prendre ce modèle, une fois ça réussi pendant 1 an, et le répliquer au reste des administrations. Bien sûr, les administrations, ils ont leur cœur de métier. Toutes les administrations aujourd'hui au Maroc, ils ont des systèmes d'information. Et maintenant, ça va être la chandelle qui va décorer ces administrations en éliminant le papier et viser 2025 ou 2030 pour un Maroc sans papier, sachant que c'est très ambitieux parce que je me souviens en 2015, Barack Obama avait signé un projet de loi pour que le gouvernement fédéral devienne paperless by 2025, c'est-à-dire cette année. Je ne sais pas s'ils ont réussi cette mission, mais je me disais que le Maroc peut y aller avant. On peut être les premiers à faire ça parce que l'un des avantages d'être en retard, c'est qu'on voit ce qui se passe dans le monde entier. Et autant faire le saut vers là où les gens ont atterri et prendre ça comme point de départ pour nous. Donc, voilà, c'était une belle expérience et on voit ce que l'agence est en train de réaliser et d'accomplir. Par exemple, les événements comme GITEX, des solutions qu'on ne voit pas beaucoup, par exemple la Gateway, les citoyens ne la voient pas encore. Donc quelques solutions qui impactent le citoyen, mais c'est un travail énorme. Encore une fois, le challenge de l'ADD, c'était de fédérer les gens et partager une vision. C'est Super. toujours le challenge. Au-delà de grandes stratégies, euh, tu portes aussi des combats très concrets. Tu es un fervent défenseur de l'open data. Qu'est-ce que cela peut réellement changer pour le citoyen marocain dans son quotidien? C'est énorme. Le open data, on va commencer d'abord pour les étudiants. Oui. On a besoin de ça. Après, pour moi, c'est les étudiants d'abord. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, parfois, je peine à avoir de la data. Deuxièmement, c'est l'investisseur. Donc, si on veut vraiment faciliter l'accès, améliorer les doing business ici, c'est qu'il faut avoir un système de open data. Quand on parle de open data, on parle bien sûr de protection de données. On ne va pas aller rentrer dans les détails des personnes, mais on parle de démographique. Par exemple, l'un des problèmes qu'on essaie de résoudre avec Oracle, c'est vraiment partager de la open data. Je veux savoir combien de contrats de travail sont signés dans ce quartier. Ce quartier, je veux savoir combien il y a de lettres de démission qui sont signées, combien il y a de
de véhicules qui sont vendus, neufs ou d'occasion, de loyers, d'achat. En fait, la signature des contrats, c'est des statistiques. Ça peut être une boule de cristal qui peut être utilisée par plein de monde pour prendre des décisions, même le gouvernement. Donc, l'open data, c'est quelque chose de très, très important. On a vu aussi un chantier drivé par l'ADD, le ministère de la Transition numérique, qui a amélioré ce qui a été fait en 2014. Donc, encore une fois, c'est des chantiers en amélioration continue. Dans tes prises de parole, tu déplaces souvent le regard. Par exemple, si on parle de la souveraineté numérique, euh, la plupart des gens pensent aux infrastructures. Mais toi, tu insistes sur sur la communauté, la confiance, le lien. Pourquoi ce choix-là? Et qu'est-ce qu'on rate si on oublie cette dimension humaine? Alors, l'infrastructure et la techno, on peut l'avoir partout. Notre pays, alhamdoulilah, regorge de talents. Donc, on ne sera jamais dépendant d'une technologie quelconque. Je pense que les Marocains sont méfiants de nature. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans un seul panier. Mais la dimension humaine est très importante. Encore une fois, on revient à la confiance sociétale, au mindset. Euh, Il y a plein d'exemples. Si on voit par exemple le taux de bancarisation, il a fallu qu'on soit en 2024 ou en 2025, qu'on demande aux gens et on leur donne un délai d'aller mettre leur cash dans la banque. C'est la même chose. Le digital, je vais citer un Raoui comme moi qui disait que je vais mettre mon argent dans la banque, le guichet il peut marcher aujourd'hui, il peut ne pas marcher, à qui je vais m'adresser. On a des gens, par exemple, moi, mes 3 ou 4 dernières années aux États-Unis, j'ai jamais mis les pieds dans une banque ou dans un guichet. Et des fois, c'est pas bête. Mais on est un pays en voie de développement. Oui, je On est un sais, pays où mais juste l'électricité. une... Oui, on est dans un pays où, franchement, la dernière fois que toi, tu as vécu une coupure d'électricité, ça remonte à quand? Bah, c'est rare. Ouais. C'est très C'est rare. très rare. Moi, cette année, j'en ai pas vécu. Et quand quand je vis cette expérience, ça dure 2-3 minutes. Allez, au pire des cas, 10 minutes. Donc, on est dans un pays qui a une très, très bonne infrastructure. Donc, Et s'il y a une attaque, excuse-moi de t'interrompre, s'il y a une attaque, par exemple, comme ce qui s'est passé en Espagne récemment, ouais. une coupe, des fois, ça peut... Ça fait partie des risques de l'ère du digital qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, si tu as ton argent à la maison, il n'est pas à l'abri du vol. Hein. Ouais. L'exposition au risque est un peu la même, mais pas sur la même échelle. Nous sommes dans l'ère du digital, il faut prendre nos précautions. Exact. On a eu des incidents, comme l'incident que nous avons vécu avec les salaires de la CNSS. Ah ouais. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Qu'est-ce qu'on a appris de ces leçons? Pour moi, personnellement, ça a permis de diffuser un petit peu quelques mystères. Et pour les gens qui se comparent sur cette divulgation de data, à changer de boulot. Ça va peut-être nous faire du bien que cette information est sortie. Et même sur des personnalités connues, la plus fameuse d'entre elles, que je n'aimerais pas, mon commentaire, c'est une position très haut placée. C'est un salaire normal, qui ne sort pas d'ordinaire. Au contraire, j'espère que cette personne a d'autres rentrées d'argent parce que c'est juste, c'est les types de salaires qu'on voit pour des postes pareils. Et les gens, il ne faut pas qu'ils se comparent. C'est des parcours différents, c'est des vies différentes. Moi, personnellement, je pense qu'il y a du positif à faire exploser cette bulle et de dire, voilà, l'image bouge le hal, ils changent de boulot. On va pas, il faut que notre pays bouge et on ne va pas bouger si les gens occupent des postes où ils ne sont pas contents, ils se plaignent à chaque jour et ils se victimisent. Moi, c'est ce mindset de victimisation qui me travaille et on revient à l'aspect humain. Dans chaque chantier qu'on prend, c'est l'humain qui est plus complexe. La techno, elle est très simple. Derrière chaque projet que tu lances, on sent une intention particulière, des fois plus grande que la tech elle-même, celle d'un futur à inspirer, à façonner. Si on prend un peu de hauteur, selon toi, quel est le Maroc que tu rêves ou bien que tu aimerais de voir
en 2030, par exemple? Alors, avant 2030, il y a un truc qui tient au cœur de tous les Marocains. Je ne veux pas se projeter plus loin parce Ouais, que, mais c'est un truc important pour moi et c'est important pour tous les Marocains. C'est qu'il n'y a pas un Marocain qui aime le Hagra. Ok, ouais, le Hagra, ça on est c'est un d'accord. truc, Ouais. on est allergique à ça. C'est dans notre ADN, on est un peuple libre, Notre dignité avant tout. amazigh, c'est la dignité. Ouais. Donc la dignité du Marocain est quelque chose de très, très important. Pour moi, la technologie permet de préserver cette dignité et de trouver des solutions pour résoudre des problèmes sociétaux, société qu'on est en train de vivre. Je donne l'exemple de ce qu'on a essayé de résoudre avec Waraqi. L'ancien modèle avec l'agent de Mokata'a, c'est que, puisque nous, on ne vendait pas la solution à l'époque à l'État, et donc on se faisait payer, on demandait une rémunération payée par le citoyen, et c'est l'agent qui va traiter la demande. On proposait de rémunérer l'agent à partir de la transaction. Comme ça, cet agent, son salaire est complété, ok, à travers un partenariat public-privé, et on lui donne sa dignité, parce que c'est souvent, il y a des agents qui ne sont pas très bien payés. En fait, il n'y a personne sur cette planète qui adore son salaire, c'est juste la nature du salariat. Et donc, on voulait vraiment avoir une approche inclusive, endogène, pour résoudre ce problème, où encore une fois, je ne généralise pas, mais il y a une population qui s'apprête à la corruption, à faire retarder le nas, Serwaji, Ali Makhtam, Shmakins, Kharej, Cheikh. Ouais. Et c'est justement pour faire ça. Donc, je ne suis pas en train de pointer Ouais. ces gens-là. Je dis que c'est un problème que nous vivons. Il faut le dire courageusement. Il faut pas. Quand on a mal aux dents, on va pas voir le médecin pour lui dire j'ai mal à l'œil. Exact. On a mal aux dents. Donc ça, c'est Bien sûr. quelque chose dont les Marocains sont allergiques. Maintenant, il faut faire attention. Le Marocain, par design, est généreux. Ça nous arrive de vouloir faire un cadeau ou donner quelque chose à quelqu'un. Ça m'arrive à moi aussi. Durant Covid, par exemple, le barrage, ça me faisait plaisir de distribuer des bouteilles d'eau dans les barrages de police, des masques, des gels et même des repas par jour pour des aides-soignants et tout. Ça nous arrive. C'était dans notre tradition de Ouais. c'est Bien évidemment. c'est marocain. Si par exemple, tu as le benaya devant, ou des ouvriers qui bossent, ou même des gendarmes qui sont devant la porte pour faire un barrage, tu vas pas, toi, t'amuser à déguster ton couscous en famille et laisser ces gens-là. Donc, c'est dans notre ADN. Mais il faut pas confondre ça avec le racket que le Marocain subit. Tu veux ton document, fais masque. Ouais, ça, Donc, pour moi, ça, c'est la seule chose que j'aime pas dans mon pays, c'est cette lourdeur administrative, c'est cette difficulté d'accès à l'information. Et voilà, en tant qu'informaticien, je fais ce que je peux en tant que citoyen d'abord, parce que c'est mon obligation. Je suis né dans ce pays, ce pays m'a éduqué, ce pays m'a élevé, je paye mes impôts dans ce pays, j'ai ma famille dans ce pays, c'est mon pays. Donc, je dois le servir. Et en trouvant un moyen de servir mon pays, je sers ma petite communauté, ma famille, mes collègues, mes amis, et on crée un écosystème win-win, gagnant-gagnant. Donc, on fait un travail, on se fait rémunérer, on résout un problème. Et je pense que c'est une manière de penser qui est inclusive, qui est saine et qu'il faut... Je ne sais pas si c'est la recette magique, mais bon, j'y crois et je le ferai tant que je respire. Inch'Allah, on espère le meilleur pour ce pays. C'est pour ça on est là, juste pour inspirer les gens, pour qu'ils font de leur mieux pour ce C'est pays. ça, j'ai lu quelque part que le Maroc est très bien classé. Il y a des classements où on n'est pas Ouais, fier. ouais, Mais il y a des classements qui donnent la chair de poule. bien sûr. Je ne sais pas ce que vaut le classement, mais ça m'a fait plaisir de le lire. Et je pense que c'est vrai. Parce qu'on a été classé parmi les top 5 des peuples qui sont prêts à mourir pour leur pays. Wow. À tout faire pour un formidable. Maroc. Ouais. Moi, j'y crois. Hein. Entre nous, parfois, on se chamaille, mais Ouais. quand il s'agit du Ouais. drapeau et du roi Exact. et du pays, ça ne touche pas. Ouais.
Donc, c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est une force qu'on a en commun sur laquelle il faut capitaliser. Et tu as occupé plusieurs postes ou bien plusieurs casquettes, mentor, investisseur, partenaire public. Si tu devais choisir un seul rôle pour les 10 prochaines années, ça veut dire Retraité. Euh, qu'est-ce qui te semble le plus vital en fait? honnêtement, le mentorat, ça me plaît, mais je ne peux pas m'offrir ou sortir le temps pour mentorer les jeunes. Et j'en profite pour demander pardon à plein de jeunes qui me contactent avec des idées, ou même quand je vais dans une conférence, un jeune va me croiser et me dire « Ouais, je veux que tu sois mon mentor ». Ça me touche. Euh, si je pouvais faire que ça, je le ferais. Mais malheureusement, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Ouais. On peut pas, même si on a de l'argent, on ne peut pas acheter le temps. Et juste avec les projets qui sont en cours et la nature de mon travail, je ne peux pas me permettre d'être là pour chaque coup de bled et l'aider dans son idée. Ça, pour moi, c'est la priorité de ce que je dois faire. Mais je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas réussir une mission ou un projet tout en donnant tout mon temps à d'autres projets. Donc, si j'avais la capacité, je choisirais le mentorat à plein temps, se réveiller. Et c'est stimulant pour moi aussi. Hein. Je ne le fais pas pour les autres ou que pour mon pays, je le fais pour moi. Parce que pour moi, ça veut dire que tu explores des idées des autres, tu échanges, tu apprends. Exactement. Et c'est fascinant. C'est comme quand Ouais. on était petit, quand on jouait au Lego et Ah on ouais. créait. Ouais. C'est la même chose. Donc, si j'avais le choix, je ferais ça. Je ferais le mentorat. Et après, ouais, ça vient avec l'investissement si on a les moyens. Souvent, on n'en a pas. Surtout quand on travaille dans des marchés publics, je vais dire ça. Et donc, ouais, ce serait ça. Idéalement, retraité, en train de faire du mentorat. Un Ouais. jour. Et c'est humain en fait, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves. Le rêve, oui, oui, il n'y a pas de plus C'est noble. le C'est plus. comme être un enseignant, un professeur, c'est des métiers nobles. Ouais. Et en tant que fondateur, tu dois souvent prendre des décisions, mais avec un peu de données. Est-ce que tu fais confiance à ton intuition? Alors, en fait, l'intuition, ce qu'on appelle en anglais le gut feeling. Ouais. Okay, l'intuition, elle est importante. Il faut se fier à son intuition, mais elle n'est pas suffisante. Il faut de la data. Il y a un proverbe américain qui dit In God we trust, everybody else bring data. Alors, data, ça vient avec l'expérience. Plus d'expérience on a, plus de situations on vit, plus on est amené à faire des décisions rapides. Après, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Hein. Ouais. L'échec n'est pas fatal. D'accord. Du moment qu'on reste dans le cadre légal, il faut se permettre de se tromper, de faire des erreurs. Tu observes de plus près l'évolution de l'IA dans ton quotidien. Comment tu l'intègres concrètement? Alors, il y a mon quotidien à moi, il y a le quotidien de ma boîte. Donc, mon quotidien à moi, bien sûr, comme la plupart des gens, l'aide à la rédaction des emails, des messages. Moi, je suis Ouais. quelqu'un de dyslexique, donc que ce soit en anglais ou en français ou en arabe, l'orthographe, c'est mort pour moi. Donc, je vais pas régler ça. Donc, je laisse l'IA faire ça. Bien sûr, dans tout ce qui est préparation, recherche. Mais pour ma boîte, puisqu'on est une boîte de génie logiciel, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des abonnements et on est en train, malheureusement, d'expérimenter avec moins de personnel. Et ouais, ça a commencé à nous toucher, ça a commencé il y a déjà 2 mois. Et voilà, c'est triste de le dire, mais pour rester en termes concurrentiels, en tant qu'entrepreneur, on doit adopter cette IA. Donc aujourd'hui, nos développeurs sont augmentés avec des copilotes de Microsoft qui les aident à avancer rapidement dans leur rendu de code. D'accord. On arrive presque à la fin. Si tu devais laisser une seule phrase ou un seul conseil pour un jeune qui veut transformer son environnement, ce serait lequel? C'est ما تسمع لتا واحد. C'est soit têtu, comme راس قاصح. Si tu crois en quelque chose, fais-le. Personne ne va te couper la tête. تشاور. Ouais. خصك تشاور. Ciao. Mais Mais دائرة التشاور تكون
صغيرة. خصك تشاور مع معامل معامل، شكون المعامل غتشاور. choisir avec qui. اوكي سوفون هذاك اللي جالس في القهوه ما تيدير والو ما غاتشاور. Ouais, exact. خصك تشاور مع لي زيكسبير. كاين لي زيكسبير كاين des moyens de les aborder. Moi-même, parfois, je suis abordé sur les réseaux sociaux avec des questions. Je ne réponds pas sur le champ là, d'une manière adaptée, mais parfois, je sors le temps pour répondre à quelqu'un quand la question est sérieuse. Donc, خصك تشاور مع أهل الشوار الناس اللي عارفة. Et après, il faut être têtu, il faut s'écouter, خصك تسمع لقلبك. Faut oser. Il faut oser. Rien n'arrive en attendant. Exact. الناس اللي تتسنى نسالي الدبلوم نتسنى ندير هادي نتسنى حتى يجاوبني الاخر هادو سي دي اكسكوز où on place l'issue de la réussite ou l'échec sur l'autre. Ouais. Alors moi ma devise est très simple, le passé c'est le passé, on peut rien y changer, donc ça sert à rien de regretter كون درت كون ما درتش وكون هذا, c'est une perte d'énergie de temps. Le futur, oui, il faut s'engager, il faut travailler, il faut faire le best, il faut faire de son mieux. Mais parfois, ça ne va pas marcher comme on le veut. Donc, il faut avoir cette capacité d'être déçu rapidement et refaire le chemin. Mais ce qui est important, c'est le présent, c'est l'anodin du quotidien, c'est d'abord, c'est vivre avec le moment mondial d'abord. Et ce que je dis tout le temps, c'est joy is in the process. La joie, ça se confie le parcours. Parce que dès qu'on a l'objectif, on regarde en arrière, on se dit, ouais, c'était sympa quand je faisais ça. Mais quand on a la tête dans le guidon, on dit, ouais, il me tient à aller pour passer à autre chose. Donc, il faut profiter d'être le moment, take it all in, learn, et après passer à autre chose et ne jamais baisser les bras. Ta haja ma sahla dans la vie. Khouti المغاربة, khouatati les jeunes. Je vais en profiter pour vous dire, ta haja ma sahla, il n'y a pas un métier facile. Avec chez les les réseaux sociaux, ouais, c'est 0,00007% de la population qui a خدمات له شي لعيبه ولا ربح في شي لوطو ولا هذا. Ça n'arrive pas pour tout le monde. 80% ou 90%, 95% des gens qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent, c'est que tu ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et celui ou celle qui n'est pas prête à faire ça, faut pas s'aventurer. C'est très inspirant. Merci Tarek pour ces conseils-là. Et j'ai une petite section rapide pour clôturer l'échange. Et je vais te bombarder de questions du tac au tac. Et tu réponds instinctivement, en mode rapide, courte et spontanée. C'est parti. Le meilleur conseil que tu aies reçu? Reste égal à toi-même. Le pire conseil? Le pire conseil? Franchement, j'en ai eu tellement. C'est bien. D'accord. La personne qui t'inspire le plus? Il y en a beaucoup. Film, Maghreb, là. Comme tu veux. Soit ailleurs, soit... Dans le monde entier. Ça est, parce qu'il y a bzaf. واحد, le meilleur qui t'inspire. Il y a un domaine. Ça est. Tous les domaines, soit... لا ما كاينش عندي بزاف مثلا في لو دومين البيزنس كاين ريتشارد برانسون. في البيزنس. ريتشارد برانسون, ساتيا, ستيف جوبز. D'accord. Une seule. La personne qui vaut mieux éviter d'écouter. Qui vaut mieux? Éviter d'écouter. C'est la personne qui n'a rien à voir avec le domaine. Ton meilleur achat? C'est les livres. Ton pire achat? Voiture. Ton livre préféré? واحد فيهم هذا Good to Great. Ton film préféré? Matrix. Ton youtubeur préféré? Mustafa Swinga. قول انا صاحبي. انت صاحبي واحد هو صاحبي انت جبت تكونيتر ما قلتش لي وطاك صافي انت. Le plus beau moment de ta carrière? يا كانوا بزاف لو ديرنيي هو لا سيناتور ديال الامويو مع مدام لا مينيستر احمس فلاح. Oui, j'ai vu sur LinkedIn. Le moment le plus difficile? هادو كاين بزاف ملي كتشوف لا فان دو موا peut-être que غدير فايت tu peux pas payer les gens. هادو في لا في دان انتربرونور كيجيونا plusieurs fois par an. D'accord. Et enfin, un message que tu aimerais laisser à celles et à ceux qui iront jusqu'au bout de cette conversation? N'abandonnez pas.
faut jamais abandonner. Faut jamais baisser les bras. Tarek, merci pour cet échange riche et sincère, pour ta vision, ton énergie et ta capacité à penser l'action avec sens et impact. Ce podcast, c'est aussi ça, donner la place et la parole à ceux qui construisent sans bruit mais avec profondeur. À bientôt dans d'autres perspectives.